Salut Jade, bienvenue dans Décide. Salut. Alors, comme la tradition le veut, ça commence à être une tradition, je me dis à force de le répéter, les gens vont comprendre. Pour te présenter, j'aime bien mettre en lumière trois facettes de toi qui t'ont amené à être là où tu es aujourd'hui. Donc, je te laisse nous parler de ces trois facettes. Ok, alors, je pense que ce qui va dominer là, c'est la facette de moi où j'ai envie d'être indépendante depuis, depuis au moins mes 16 ans. Donc ça, c'est cette force, cette indépendance qui m'a, je pense, poussée à peut-être venir jusqu'ici. Donc déjà l'indépendance. Ensuite, je pense que il y a un vrai sujet autour euh, du, du manque de connaissances et donc de la curiosité que ça a généré. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut le comprendre, mais on apprend tout le temps et encore plus pour moi au tout début de ma vie d'étudiante, entre guillemets, en études supérieures. Donc, il y a ça, la curiosité, l'indépendance. Et la troisième, ça serait vraiment la spontanéité dans le sens où je réfléchis pas réellement à ce qui pourrait être le mieux, je réfléchis à ce qui pourrait être euh, OK pour moi. Je réfléchis vraiment à ça et ce que j'ai envie de faire surtout. C'est-à-dire que je vais pas me lancer dans un travail ou, par exemple en alternance, pour mon côté étudiant, je vais pas me lancer dans une alternance qui me plaît pas juste pour le fun ou pour la marque. Je vais vraiment y aller parce que ça me plaît et que c'est quelque chose que j'y mets du cœur. Donc de la spontanéité dans le choix de tout ça. Génial. Alors, j'ai quand même envie de rappeler ton âge parce que ça va avoir son importance dans l'épisode, pour que tu puisses vraiment nous amener aussi dans ton parcours et que non pas on se cale sur ton âge comme une excuse de ah ben oui mais c'est parce qu'elle est jeune qu'elle fonctionne comme ça, mais plutôt qu'on se dise au contraire elle est jeune et elle a cette audace de faire. Oui, donc j'ai 22 ans et je suis encore étudiante. Je suis en dernière année de master. Et si tu veux, je peux dire aussi mes études, ce que j'ai fait, mon parcours. Avec grand plaisir dans les grandes lignes. D'accord. Alors du coup, j'ai commencé par un master enfin plutôt un bachelor. Donc la première année de mes études, ça a été ça, un bachelor en management international, effectivement. Donc c'était plutôt côté commerce international. Ensuite, j'ai fait ma deuxième année à Budapest. Donc je suis partie pendant un an. Et quand je suis revenue, j'ai voulu changer. Je me suis dit que j'avais fait le tour finalement et que c'était pas réellement pour moi. Donc j'ai pris du management opérationnel cette fois-ci pour vraiment travailler avec des équipes au plus proches, etc. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai continué sur du management stratégique en entreprise. Et là, je fais un double master. Donc la première année, donc l'année dernière, j'ai fait le master en management stratégique et la deuxième année, cette année, je suis donc en management du marketing des services. C'est une branche assez spéciale dans le domaine. Il y en a très très peu en France. Voilà. Et justement, je pense que c'est ces trois facettes, à la fois l'indépendance, la curiosité et cette envie d'autonomie, d'aller De explorer le spontanéité. monde, Ouais. qui t'a amené à avoir un parcours si riche, je pense déjà, et ensuite à aller explorer des expériences justement qu'un étudiant n'explore pas forcément. On en a parlé en off la première fois où on s'est rencontrés, où je te disais, moi, quand j'étais étudiante, je faisais pas tout ce que tu faisais. Donc, est-ce que tu peux nous dire quels sont finalement les choix qui ont été pour toi les plus audacieux, les plus courageux, en y mettant évidemment toute la lumière dessus, parce que je sais que très souvent c'est difficile de dire que c'est un acte courageux, alors que il est bon de le mettre aussi en avant, parce que si tout le monde ne le fait pas, c'est que forcément c'est courageux. Alors, je pense que déjà, l'acte le plus courageux, c'était je pense, de dire à mes parents que j'allais faire du commerce. Parce que pour eux, c'était quelque chose qui n'était absolument pas OK.
C'était quelque chose qui était hors de leur monde, de leur milieu, et qui comprenaient pas réellement. Et ils se demandaient en fait ce que je ferais de ma vie à la fin de ces études-là. Et ils me voyaient en tant que commerciale ou en tant que vendeuse, alors que c'est certes peut-être le premier de tous les métiers qu'on peut faire en sortant d'une école de commerce, mais c'est pas le seul. Et c'est peut-être pas aussi celui que j'aurais choisi. Donc pour eux, c'était assez curieux comme choix. Et c'est vrai que le choix le plus audacieux, ça a été ça, parce que je me suis quand même confrontée à un non, et un non assorti de on ne te payera pas les études. Et là, ça a été compliqué. Donc, le deuxième choix, je pense que j'ai fait assez instinctivement, c'était de me dire, bah, c'est pas grave, l'argent, c'est pas la raison qui va me forcer à ne pas faire ou à ne pas suivre mes choix, à ne pas faire les études que je voulais. Et donc, j'ai pris un crédit étudiant. C'est pas la meilleure des solutions quand on rentre dans le monde du travail, je pense, d'avoir déjà des dettes, mais c'était, je pense, la meilleure des situations pour moi en tant qu'étudiante qui avait peut-être des difficultés, comme par exemple de la dyscalculie, et qui ne voulait pas faire des mathématiques ou rentrer dans un moule. Et je voulais vraiment faire quelque chose qui était beaucoup plus humain, beaucoup plus proche de justement des clients, des personnes, des services. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de mes études, je me suis spécialisée en fait vers vraiment le service et ce qui me plaisait le plus. Alors, le troisième choix, pardon, le plus dur que j'ai fait, je pense que ça a été de changer d'école. Changer d'école, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis déjà partie de chez moi donc à 18 ans. Je suis allée dans une ville que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas, avec un réseau que je devais me faire et dont je ne connaissais même pas le, la signification ou l'utilité. Et je pense que ça va être un point aussi dans ce podcast qui va être utile et plutôt bien de parler, le réseau. Mais du coup, ça a été un vrai chamboulement pour moi. Et c'est grâce à des rencontres que donc j'ai pu aussi m'épanouir dans cette ville, donc Aix-en-Provence, si je peux la citer. Ouais. Et ensuite, le deuxième choix, pardon, on est au quatrième. Le quatrième choix, ça a été de partir beaucoup plus loin, donc en Hongrie, à Budapest plus précisément, parce que là, c'était encore une fois quelque chose qui... Alors, je pense que c'est avec de la naïveté que je l'ai fait aussi, à savoir, ben, en fait, tu vas partir dans une autre ville et puis de toute façon, ça va ressembler à ce que tu connais déjà, donc c'est pas grave. Alors qu'en fait, pas du tout. Et là-bas, ce choix-là s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Mais le choix de rester aussi a été dominant. Donc, ben, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que partir dans un autre pays, c'était vraiment merveilleux. On avait la possibilité d'en revenir métissé, en fait, de cette culture. Et, euh, et donc, de revenir avec bah, voilà, une autre culture, une autre langue. J'ai appris le hongrois là-bas. J'ai pu parler avec des gens. Donc, le commerce là-bas est bien différent de celui européen ou français, d'ailleurs. Euh, les goûts, les habits, la nourriture, les boissons, tout était différent. Et en fait, c'est une aventure assez incroyable que je recommande vraiment aux étudiants qui veulent se lancer, que ce soit en Erasmus ou avec un échange universitaire. C'est vraiment top de pouvoir partir, donc n'hésitez pas. Alors justement, j'ai envie de revenir sur le premier événement qui, pour toi, est courageux et remplit, je pense, sa mission d'indépendance. C'est comment faire face à un non familial. Parce que je pense que ça veut aussi dire bah, faire face à une éducation qui peut être plus en accord avec ce que tu veux toi, et aussi bah, peut-être quitter un schéma, des racines. Et donc du coup, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a demandé finalement à la fois de développer alors deux questions en une. Qu'est-ce que tu as eu besoin de développer et qu'est-ce que ça t'a demandé de regarder en face? Euh, Ça m'a demandé de développer des arguments, je pense. Quelque chose pour lesquels
Euh, je sais pas, c'est peut-être une question d'éducation, mais je demandais pas énormément de choses. Par exemple, j'avais pas l'habitude de demander des cadeaux à Noël, j'avais pas l'habitude d'argumenter pour avoir quelque chose. C'était plutôt un oui ou un non, et puis j'acceptais. Et là, c'était la première fois, effectivement, où je devais développer cet argumentaire, en sachant que, ben, en fait, à l'âge de 18 ans, on n'a pas vraiment quelque chose de concret en tête. Donc, en fait, j'ai dû développer cette maturité de me projeter, donc la projection vraiment sur mon avenir. Et j'ai dû expliquer donc à mes parents ce que je voulais faire, en fait, dans la vie. Et pour moi, la première chose enfin, l'argument principal que je voulais leur dire, c'est en fait, je veux briser euh, ce, ce statut social en fait de notre famille. J'ai peut-être plus envie de d'aller plus loin. Peut-être que en fait, la structure familiale que j'avais était un tremplin et que moi, je pourrais m'en servir pour aller beaucoup plus loin. C'est une phrase d'ailleurs que je reprends d'une dame qui m'a vraiment donné les clés pour aller jusque-là. Et, euh, et donc, ce tremplin, ça a été mon argument et je voulais en fait devenir entrepreneuse. Donc, j'en ai mis dans, dans toutes mes phrases ce mot-là, devenir entrepreneuse, faire un projet. Alors, j'avais imaginé tout un projet qui aujourd'hui, je pense, est beaucoup trop grand pour moi et peut-être beaucoup trop ambitieux pour l'âge que j'ai aujourd'hui et l'expérience que j'en ai. Mais encore, ça, je pense que c'est juste dans la situation actuelle. Je pense que c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire et je pense qu'on a le droit de rêver grand et qu'on a le droit d'argumenter pour ça. J'adore parce qu'en fait, tu es en train de nous dire que tu as une vision et que aujourd'hui, tu vas y aller étape par étape et que même si cette vision, elle se concrétise pas là, aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, c'est ça qui va te donner la niaque pour y aller, pour Ouais. aussi, comme tu dis, avoir des arguments, mais aussi avoir un mélange à la fois de motivation et de discipline. Parce que comme tu l'as dit, tu as fait des choix qui étaient pas faciles. Mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir ce cap-là qui t'amène à faire ces choix difficiles. Oui, exactement. Et j'ai envie de rajouter aussi une chose, c'est que c'est bien d'avoir une feuille de route de ce qu'on veut faire dans la vie. Et j'étais vraiment comme ça. J'étais très. Je programmais les choses. Je me disais, ben voilà, à tel âge, j'aurai un enfant. À tel âge, j'aurai tel métier. À tel âge, j'aurai une voiture. À tel âge, j'aurai une maison. Et petit à petit, je programmais aussi l'avancée de mon entreprise, donc l'argumentation que j'offrais à mes parents. Et je pense que c'est pas une erreur de le faire, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de lâcher prise parce qu'à un certain moment, en fait, on n'est pas obligé de suivre ça. Et même si la rigueur que nous, en tant qu'étudiants, on peut se mettre, que ce soit dans le travail ou dans les études, on n'est pas obligé de suivre à 100% ce qui a été prévu. Et se laisser en fait une marge de manœuvre. Moi, j'étais vraiment trop dans l'excès dans la programmation. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront, mais en fait, se laisser une marge de manœuvre et aussi se laisser voilà, des possibilités externes d'arriver à nous et de les saisir, c'est aussi très important quand on commence sa vie et surtout en tant qu'étudiant, quand on commence sa vie dans le pré-professionnel. Moi, il y a deux choses que j'ai envie de mettre en avant. C'est déjà, ça s'adresse à tout le monde au-delà des étudiants, Oui, c'est-à-dire que on n'est pas venu sur cette terre, enfin en tout cas c'est ma conviction, pour cocher des petites cases et se dire super, chouette, j'ai le chien, j'ai l'enfant, j'ai le mari, j'ai la petite barrière blanche, tout va bien. Et ça vaut pareil du coup à tout âge. Et j'ai aussi envie de dire que ce soit aux étudiants qui nous écoutent, mais aussi aux parents d'ados et de jeunes adultes, qu'en fait c'est de notre responsabilité que de voir le monde comme étant beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Et donc ce plan très étriqué qu'on a mis sur une petite to-do list, bah, en fait on peut l'ouvrir 10 000 fois et c'est ça que j'adore dans ton parcours c'est que oui, tu as planifié des choses parce que ça te tenait à cœur, parce que justement, il y a aussi, comme tu l'exprimais, ce côté très spontané, voire peut-être insouciant, qu'on finit par perdre parce que la société nous matrice, mais que j'ai vraiment à cœur qu'on retrouve tous par l'intermédiaire de cet épisode ou pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, ouais, en fait, la vie que j'ai, elle est représentée par les choix que je vais faire. Donc, quel que soit l'âge que l'on a,
on décide de se dire, OK, ça, je vais le faire parce que ça me tient à cœur et pas parce que ma famille m'a dit oui ou non, et peut-être parce que je l'ai prévu ou pas. Il y a aussi laisser la surprise de la vie derrière tout ça. Mm. Exactement. Et justement, toi, dans ton parcours, tu parlais de rencontres que tu as pu faire qui t'ont permis, je pense, d'ouvrir. Moi, j'imagine vraiment, je sais pas pourquoi je te vois la tête ouverte de waouh, mais en fait, je peux faire ça. Donc, est-ce que tu as envie de nous partager à la fois les rencontres et les expériences qui t'ont permis de voir que finalement, ta feuille de route, elle était presque trop petite par rapport à ce qui était possible de faire? Oui, alors si on en revient à la genèse au tout début, quand j'ai rencontré donc la personne qui m'a fait un peu ouvrir les yeux sur tout ce qui était possible dans la vie, je voulais faire policière. Et policière, pour moi, c'était l'évidence, c'était policière donc municipale, hein, c'était vraiment au plus petit échelon, on va dire. Et pourquoi? Parce que ma voisine l'était. Voilà. Et que je sortais, oui, aussi, peut-être que je devrais préciser, mais je viens d'une petite ville qui est entre Nîmes et Montpellier, qui s'appelle Lunel. Donc c'est dans l'Hérault, proche du Gard. Et là-bas, en fait, la plus grande ville à côté, c'est Montpellier. Bon, c'est bien, mais du coup, bah, moi, j'ai pas vraiment visité cette grande ville. Je suis vraiment restée dans la mienne. Et c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, ouais, ben, j'avais que ça en tête. Et, euh, et pourquoi j'avais que ça en tête? Parce que bah, du coup, j'avais vu que ça. J'avais vu que ça. Et c'est vrai que bah, le monde de l'entreprise, c'était très loin pour moi. J'en avais déjà entendu parler, mais c'était, oui, très, très loin. C'était pas pour moi, c'était inaccessible et c'était pour des gens qui avaient fait de longues études. Et donc, c'était pas dans ma prévision. Et en rencontrant cette personne, alors, la situation de cette rencontre est peut-être assez exceptionnelle, mais donc, j'étais en fait bénévole dans un festival qui s'appelle le Festival de l'école de la vie. Et c'était une visiteuse, en fait, quelqu'un qui venait voir les conférences et qui assistait à une conférence qui s'appelait Mère-Fille. Et à ce moment-là, ma mère était aussi bénévole. Elle ne pouvait pas y assister et moi, je m'étais dit quand même que j'irais. Donc, bah, j'ai tenu ma parole et j'y suis allée, même si ma maman ne pouvait pas. Et je l'ai rencontré et en fait, on était dans un échange où on devait euh, rencontrer les personnes qui étaient à côté de nous, se présenter mutuellement et puis ensuite faire un jeu de rôle. Et ce jeu de rôle consistait à reproduire la dernière dispute qui se passait entre mère et fille. Donc c'est quelque chose qu'en réalité, enfin, on n'en parle même pas à nos amis, on n'en parle même pas à notre famille, c'est vraiment quelque chose que l'on a avec notre mère ou avec notre père d'ailleurs, ça peut s'appliquer à aussi les disputes entre père et fils, j'imagine. Mais quoi qu'il arrive, c'était une rencontre assez exceptionnelle parce on s'est dit des choses que voilà, on ne dit à personne, que peut-être on n'en parle même pas à notre compagnon, tellement que des fois c'est intime. Et là, pour le coup, on s'est mis à pleurer à la fin, voilà, on s'est pris dans les bras. Et cette création de rencontre a été vraiment peut-être la source de tout ce qui m'est arrivé par la suite. Parce qu'en fait, à la fin, elle m'a demandé, mais est-ce que tu sais qui je suis? Et non, j'ai 16 ans, je ne connaissais pas ni les people, ni personne d'autre d'ailleurs, ça ne m'intéressait absolument pas. Donc, je lui dis non, désolée, je ne sais pas qui tu es. Et donc, elle me révèle qu'elle est en fait la fille de l'ambassadeur du Sénégal. Ça a peu d'importance pour moi parce que à l'époque, je ne sais même pas ce que c'est qu'un ambassadeur en réalité. Mais j'ai pas de honte à dire ça parce que il faut s'imaginer il y a énormément d'étudiants qui ont 16 ans et qui en fait ne savent même pas ce que c'est que l'Union européenne. C'est bête, mais ça existe et c'est vraiment la réalité à un certain niveau quand on vient d'une petite ville ou d'un village même. Ça existe encore des villages. Hmm. Et donc oui, ça peut exister. Et elle me raconte ça. Elle me raconte aussi le parcours de son mari qui en fait est journaliste pour l'éducation nationale et qui est aussi conseiller d'orientation. Et elle me dit, écoute, Jade,
je sais pas ce que tu veux faire dans la vie, mais viens chez moi, à Paris, je t'invite, et on va voir ensemble le salon des grandes écoles. Et juste avant, on passera par la case conseiller d'orientation. On ira à la bibliothèque et puis on choisira des bouquins pour que tu te renseignes sur tout ce que tu peux faire dans la vie. Et j'étais trop contente en fait. Et il n'y avait pas ma maman. Donc ça a été une décision aussi que j'ai prise toute seule. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Ça peut être une sacrée opportunité. Et finalement, ma maman a été contre. Donc j'ai convaincu mon papa qui lui est venu avec moi, qui est venu avec moi et on a passé en fait un week-end fantastique. C'était le week-end du 11 novembre, donc avec 3 jours. Il y a donc 6 ans, je crois. 6 ans. Incroyable. Et du coup, je tiens à préciser que cette femme, c'était la Oui, première fois que tu l'as rencontrée. oui, effectivement, c'était la première fois que je rencontrais. Oui. Donc, Et d'une rencontre, ça détermine aussi la suite parce que tu te laisses oui, porter, comme tu le disais au départ, par le cœur de mm, waouh, en fait, là, ça a l'air d'être une super opportunité, j'y vais. exactement. Et puis c'est le pouvoir des rencontres. J'ai vraiment envie d'en parler et de peut-être de plus détailler ça, mais le pouvoir des rencontres est vraiment important. C'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser passer, j'ai envie de dire, parce que des fois, ça part d'une idée, ça part d'un mot, ça part d'une invitation. Et en fait, ça devient un vrai projet, ça devient une concrétisation au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Laissez-vous le temps en fait d'émerger, de concrétiser vos projets, mais franchement, ça vaut le coup. Les relations et les rencontres valent le coup d'être vécues et d'être aussi saisies en tant qu'opportunité dans sa vie. Alors justement, à ce moment-là, tu as 16 ans. Comment tu fais la distinction entre faut que j'y aille et ta peur qui est, t'es pas un peu taré de suivre quelqu'un que tu viens de rencontrer il y a 1 heure à peine et qui va peut-être chambouler toute ta vie et en plus ta mère est pas d'accord. Du coup, comment tu choisis la voie du cœur plutôt que la voie de la peur? Alors, déjà, je suis jamais allée à Paris. Donc, dans ma tête, c'est waouh, je sais même pas où c'est. Enfin, si, Oui, mais mais comment, tu le vois comment pas y quoi. aller? Ouais. Voilà, je sais pas comment y aller, je ne sais pas avec qui. Et donc, du coup, la première chose que je fais, c'est d'en parler en fait à ma maman. Donc, je fais rencontrer cette personne qui s'appelle Radi Touré à ma maman. Et ma maman me dit oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis en fait, elle n'en pense pas moins. Donc, rentrée à la maison, elle me dit ah, pas du tout. Ah, pas du tout, tu n'iras pas, c'est à Paris, ça coûte trop cher. Et voilà. Et donc, j'en reste là et j'en parle en fait à Radi et je lui dis écoute, ça coûte trop cher. Et là, elle me dit ok, c'est pas grave, je te paye le billet et puis tu viens. Incroyable. Et donc, je dis ça à ma mère et puis elle me dit non, mais si tu ne vas pas, c'est pas possible, toute seule, tu peux pas. Donc, j'en parle à mon père et mon père me dit, OK, il n'y a pas de souci, je viens avec toi. Et de là, c'est parti, on va à Paris. On va passer, en fait, je pense, enfin, le week-end qui nous a le plus marqué, je pense, entre père et fille, parce que ça a été des étoiles dans les yeux du début jusqu'à la fin. Faut mettre aussi dans le contexte, mon papa est artiste peintre et ouvrier plombier. Ce qui fait que tout ça, il connaît pas. Paris, c'est un peu comme c'est un peu comme, je sais pas, déguster du caviar dans un cocktail dînatoire, quoi. C'est inattendu, en fait. Et ça arrive comme ça sur le coup. Et il me dit, OK, banco, on y va. Et là-bas, on va faire les rendez-vous. Donc, on va dans cette bibliothèque avec donc son mari qui est conseiller d'orientation. Il me montre plein de choses, donc des corps de métiers différents. Ça va de la médecine du coup, au commerce. Et toi, à ce moment-là, tu es toujours en mode je veux être policière. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, je me dis, c'est impossible. Enfin, oui, ok, si tu veux, on va regarder des bouquins, mais, mais c'est inaccessible. Oui, oui. Donc, je continue. Et puis, elle me dit, si tout était possible, tu choisirais quoi? Et là, je lui dis, écoute, peut-être le luxe, peut-être le commerce, je ne sais pas. En tout cas, pas l'événementiel. On verra qu'après, peut-être, ça sera un choix dans ma vie, l'événementiel. Mais à ce moment-là, je suis plutôt dans la relation humaine. Et je voulais du social à la base. Mais je voulais du social qui rapporte.
faut pas se leurrer dans la vie. Quand on vient aussi d'un petit milieu, bah, en fait, ce qu'on a envie, c'est pouvoir aussi s'élever socialement et donc gagner potentiellement plus que ses propres parents et peut-être aussi les aider en contrepartie. Du social, mais qui rapporte. Et pour moi, c'était le commerce. Alors, c'est absolument pas du social, faut dissocier tout ça. S'il y a des étudiants aujourd'hui qui m'écoutent et qui choisissent le commerce pour la première fois, attention, ce n'est pas du social. Pas d'erreur sur l'orientation, Voilà. justement. Donc, mais c'est de la proximité avec des personnes. Voilà, c'est de la relation client peut-être. C'est du C'est lien social, en fait. C'est ça l'idée. exactement, Mm. exactement. Et c'est vraiment ce qui me plaisait. Et on part sur ça. Et elle me dit, demain, il y a le salon des grandes écoles. Donc, il y en a une fois par an à Paris, si vous voulez aussi y aller. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a toutes les grandes écoles qui sont représentées. Donc, ça va de HEC Paris dans le commerce à l'ESCA, par exemple, qui est aussi une grande école de commerce, mais qui est privée et qui est, on peut le dire, assez chère. Il y a Cage au milieu, enfin voilà, il y a vraiment des grandes écoles, l'ESSEC, etc. Et à ce moment-là, quand je vais à la rencontre de ces écoles, je vois qu'il faut parler anglais. Et ça, c'est quelque chose que j'avais complètement zappé. Et donc, je ne sais pas parler anglais, je n'ai pas les moyens des frais de scolarité. Et en même temps, j'ai pas forcément non plus toutes les connaissances pour savoir quel cursus je vais choisir parce qu'il y a des spécialités dans les écoles. Donc, il y a le commerce international, il y a le marketing, il y a la communication, il y a plein de choses en fait. Et donc, à ce moment-là, je choisis donc du management, de la gestion d'équipe internationale. Donc, je me dis comme ça, ben, en fait, je vais apprendre l'anglais, je vais pouvoir aussi voyager. Et en fait, je vais pouvoir voir plein de choses que aujourd'hui je m'autorise. Donc, j'ai postulé à l'ESCA, j'ai postulé à Catch. Je fais pas de promotion parce que ni l'une ni l'autre, au final, n'ont été mes choix. Mais, mais dans tous les cas, ça a été les premiers, les premières écoles. Donc, je suis allée faire des journées portes ouvertes pour vraiment comprendre ce que c'était, voir les étudiants qu'il y avait. Euh, je pense qu'il faut vraiment s'immerger dans ce milieu-là quand on a envie de choisir. C'est compliqué quand on sort du bac de choisir quelle école on veut faire. Et je pense que la première chose sur Parcoursup, c'est de mettre effectivement tous les vœux que tu veux au maximum et d'aller faire les journées portes ouvertes pour voir comment c'est. Quelle taille l'école a, quel type de personnes y vont, comment est-ce qu'ils sont habillés, voir quelle est la culture en fait qu'il y a derrière. Et aussi les valeurs de l'école, c'est très important. Et donc moi, je voulais une école à taille humaine. Donc, j'oubliais. J'ai choisi donc l'ESCA d'Aix-en-Provence, qui était donc à 1 heure et demie de chez moi. C'était parfait, je voulais quand même partir de chez moi, donc c'était parfait. Et puis l'école était à taille humaine, on était, je crois qu'une seule classe, donc 30 étudiants pour tout le campus, donc c'était vraiment l'idéal. Je voulais pas me noyer dans la masse d'une fac, par exemple. Je voulais vraiment avoir des professeurs et j'avais un peu peur peut-être de cette espèce de fac qu'on voit avec 500 étudiants et au final des cours qu'on arrive à peine à suivre parce qu'il y a du bruit, enfin voilà. Ou même la prépa, je voulais pas du tout me confronter à des difficultés sorties des écoles des écoles effectivement secondaires, etc., qui ont été pour moi pas un calvaire, mais quelque chose de contraint, de forcé, parce que je choisissais pas mes matières. Aujourd'hui, je sais que le bac, moi j'étais la dernière génération où on choisissait les S, ES et L. Je sais qu'aujourd'hui, on peut choisir sa spécialité, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est quand même une avancée dans l'éducation nationale. Mais moi, à l'époque, j'avais pas le choix. Et donc, du coup, j'étais comme contrainte, en fait, de devoir étudier des matières que je n'aimais pas ou dont je n'étais pas logique dedans. Donc, par exemple, les mathématiques, j'avais aucune logique là-dedans, ou, ou les physiques. Et là, je voyais cette opportunité de pouvoir choisir vraiment ce que je voulais. Et alors, je te coupe déjà Oui, là-dedans pour faire une petite synthèse. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que au-delà du choix de l'école, oui,
tu choisis en fait par rapport à tes valeurs. Donc déjà, première question Oui. précieuse à se poser, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi de Mm. vivre dans cette expérience d'études supérieures? Et la seconde chose, c'est finalement, au départ, tu pars sur un métier, mais tu te rends compte que là, le champ des possibles s'ouvre. Et donc, plutôt que de te dire, bah non, c'est pas à ma portée, tu as direct la vision très ouverte et très portée finalement Oui. progression. Je peux, moi, m'améliorer. C'est génial, ça va me permettre d'apprendre l'anglais, de découvrir telle et telle chose. Et ça, j'ai envie de nous inviter individuellement dans nos vies, quel que soit l'âge qu'on a, à se poser juste ces deux questions. Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Et est-ce que ce que je choisis, école, job, mec, ce qu'on veut, c'est en lien avec mes valeurs? Ouais. Exactement. Et ça, c'est Exactement. précieux parce que justement, je crois que quand on choisit une école, on peut avoir tendance à la choisir par rapport à l'image prestigieuse qu'elle renvoie. Et Ouais. donc, du coup, vachement fantasmer ce qu'il va y avoir derrière, de ah, cette école, elle me promet tel salaire, tel type de poste. Et peut-être que c'est pas du tout en lien avec ce qu'on a envie de vivre, avec la personnalité qu'on a. Donc, du coup, j'aime cette lecture que tu nous proposes de regarder les gens qui y vont, peut-être les passions qu'ils ont, comment ça fonctionne. Et je crois que dans ton parcours, il y a aussi ça qui est très marqué de j'ai conscience de ce que je veux et j'ai conscience de ce que je veux pas. Oui, exactement. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, il faut poser des questions. Alors, se poser des questions à soi-même sur ce qu'on veut, mais aussi poser des questions aux gens qui nous entourent. Et même peut-être aller voir d'autres gens qui ne nous entourent pas, mais qui pour le coup sont aussi présents dans ces écoles-là. Poser des questions aux étudiants, voir en fait quelles sont les associations, quelle est la vie en fait étudiante qu'on va avoir là-bas. Euh, et, euh, et dans mon cas, ça a été vraiment de me dire, OK, je veux une école à échelle humaine. Je veux connaître les gens qui m'entourent. J'ai pas envie de me noyer dans la masse. Donc j'ai choisi l'ESCA et ça a été vraiment important pour moi parce que ce choix-là était réfléchi. Ce choix-là était réfléchi tant financièrement que dans mes conditions de vie. Donc j'allais choisir une ville qui était quand même ensoleillée, dans le sud de la France, pas non plus très très loin de chez moi, avec une école où j'avais apprécié les gens que j'avais rencontrés aux journées portes ouvertes, qui m'avaient fait vraiment bonne impression et qui était voilà, très accueillant. Euh, Après, quand je suis partie donc à Budapest, j'ai découvert quand même, après ces 2 ans d'école, que c'était pas assez, comment dire, pour ce que je payais, c'était pas réellement ce que j'attendais en termes de qualité. Et c'est là où je me suis posé une autre question, mais quelle école réellement pourrait, grande école, hein, qui se dit grande école, parce que l'ESCA se disait grande école aussi, quelle école pourrait m'apporter cette qualité que j'ai envie de mettre sans pour autant y lâcher voilà, des milliers d'euros par an et qui serait quand même dans ma branche, dans ce que j'ai envie de faire. Et donc là, bah, pareil, ça a été le réseau. En fait, quand je suis partie pour mon premier stage, donc juste avant de partir à Budapest, j'ai fait un premier stage d'immersion d'entreprise et j'ai rencontré du monde. Je suis allée à Marseille et là-bas, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était mes maîtres de stage finalement, ou le patron, le directeur et mes collègues de travail. Et donc, je posais des questions et je voulais savoir quelles étaient les écoles dont ils avaient entendu parler, dans lesquelles ils intervenaient peut-être, quel était le profil des étudiants qui voyaient. Et en fait, l'IAE est ressorti beaucoup de fois. Donc, l'IAE, c'est l'école dans laquelle je suis actuellement, où j'ai fait donc 3 ans. J'ai terminé en fait mon bachelor là-bas en management opérationnel. Et là, j'ai fait donc mes 2 masters euh, à l'IAE. Et donc, cette IAE, c'est une école qui se voulait beaucoup plus ouverte au profil. Quand on rentre dans une école de commerce, je pense que souvent, ce que les étudiants se disent, c'est que, OK, c'est bien, mais on ressemble tous à la même chose, c'est-à-dire qu'on est formaté pareil, on a les mêmes profils, parce qu'on sort d'une école post-bac, donc du bac, et qu'on arrive dans une école où on nous apprend la même chose à tous, et où finalement, pour se démarquer entre tous les étudiants, c'est compliqué. Alors qu'à l'IAE, c'est le profil qui compte, c'est
parce que tu as fait des choses, parce que tu as initié des choses dans ta vie, que tu as peut-être travaillé souvent dans ton parcours, que t'es pas obligé d'avoir fait, j'ai envie de te dire, euh, toutes tes années de A à Z sans avoir eu une année de césure ou sans avoir eu une expérience professionnelle. Au contraire, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, recommandé. En fait, ta Ouais. différence est recommandée. Donc en fait, on valorise beaucoup plus l'expérience humaine, Oui, l'expérience de vie, que exactement. l'expérience en termes de savoir et de connaissances. Exactement. Et là-bas, les étudiants ont des profils, mais totalement différents. Aujourd'hui, je peux te présenter une fille, enfin une collègue à moi, donc étudiante dans ma classe, qui a un papa qui était ambassadeur, et, et une autre collègue à moi qui a un papa qui était, je sais pas moi, maçon. Mais dans tous les cas, ça a été une expérience pour elle qui est propre à son parcours et qui a été totalement différent, où il y en a une qui a voyagé, où il y en a une qui a travaillé, qui a monté son entreprise, et en fait qui s'est rendu compte que c'était pas vraiment ça. Dans ma classe, j'ai aussi, par exemple, des gens qui ont créé leurs propres entreprises alors qu'ils avaient 15 ans. Enfin, voilà, c'est des profils vraiment très, très variés et qui se ressemblent pas et qui apportent vraiment une richesse au cours, à la classe et aussi au professeur qui va pouvoir rebondir très facilement sur les expériences de chacun. Et est-ce que justement, c'est valoriser, voire même conseiller d'avoir cette audace dans ses études, de se dire, OK, là, tu vas être en études supérieures, mais tu vas pas faire juste un copier-coller de ce que tout le monde fait. Au contraire, tu vas te permettre d'aller explorer de nouvelles choses par du bénévolat, par de la création, par, en fait, comme tu disais au départ, de l'entrepreneuriat, mais dans le sens, dans le verbe entreprendre, quoi. Oui, c'est totalement. Mais je pense que dans toutes les études, n'importe lesquelles, je pense que c'est recommandé parce que en réalité, je vois à l'IAE, nous, on a des profils d'ingénieurs qui donc ont déjà des masters. On a des profils de personnes qui ont fait la fac de droit, par exemple, et qui n'ont aucune connaissance en commerce ou en management et qui viennent à l'IAE pour faire leur dernier master, les deux derniers masters. Enfin, c'est des expériences qui sont enrichissantes les unes dans les autres. Enfin, je sais pas comment dire, mais aujourd'hui, si j'ai besoin je sais pas moi, de conseils en droit, je sais que dans ma classe, je vais avoir une personne qui a fait au moins l'école, enfin, une fac de droit et qui va peut-être m'indiquer sur certaines choses. Enfin voilà, j'ai un réseau en fait qui est vraiment riche. Et donc, faire partie de ce réseau en tant que personne et pas en tant que profil d'étudiant d'école de commerce, c'est vraiment important, je pense. Quand on arrive à se démarquer au sein euh, d'un panel d'étudiants, les entreprises te voient directement et se disent, ben en fait, cette personne-là, elle a un parcours qui est atypique, qui est hors norme, et j'ai envie d'en connaître plus, d'en savoir plus sur cette personne. Justement, qu'est-ce que tu conseillerais à la fois aux étudiants qui nous écoutent pour développer cette singularité qu'ils ont en eux et aussi qu'est-ce que tu conseillerais aux parents pour encourager ça chez leurs enfants? Il y a, je vais prendre peut-être l'exemple de ma maman. Elle a fait des études en fait dans la couture. Elle était couturière à la base. Et un jour, elle a été repérée par Valentino. C'est un couturier qui est vraiment renommé à Paris. Et ma grand-mère, donc sa mère, lui a dit non, je suis désolée, mais tu ne partiras pas à Paris. Et c'est aujourd'hui, je pense, le poids des parents qui conditionne aussi les enfants et donc les futurs professionnels à choisir, à faire des choix. Et malheureusement, je pense que les parents ont une importance capitale dans ces choix-là et de se dire en tant que parent, ben en fait, c'est pas grave, mon enfant va prendre son envol et je lui souhaite vraiment de découvrir tout, de découvrir le maximum et de lui dire, ben vas-y, fais-le. Et au pire, bah, si tu n'y arrives pas, tu sais que tu auras toujours une chambre à la maison, tu pourras revenir en fait, que ta famille est là pour toi si tu n'y arrives pas.
Ouais, mais au moins on met tout à disposition, tout notre soutien, notre Exactement, énergie pour que tu puisses y aller et tenter. exactement, mais vas-y, voilà, c'est ça, vas-y, tente, prends les opportunités quand elles arrivent et si elles se présentent à toi une fois, peut-être qu'elles ne se représenteront pas deux, donc vas-y, vraiment. Hmm. Et même si tu as un enfant, et même si en bas âge, et même si tu as un mari qui, qui ne peut pas partir, et ben vas-y, fais-le parce que euh, voilà, il y a des choses qui ne pourront pas se représenter deux fois. Et justement, par rapport à ces étudiants, pour avoir fait des ateliers dans les écoles de niveau supérieur aussi, et comme Mhm. celle dont tu parles, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont perdu confiance en eux parce que il fallait se démarquer des autres. Et donc, du coup, ça a plutôt développé un esprit de compétition plutôt qu'un esprit de co-création. Et comment tu inviterais, du coup, les étudiants à la fois à cultiver une confiance en eux plus forte et vraiment à développer leur singularité. Et souvent, quand on est étudiant, on a l'impression qu'on est des imposteurs parce qu'on n'a pas énormément de connaissances ou de pratiques et donc de savoir dans un métier en particulier. Et je pense que ben, si tu es dégoûté parce que tu n'arrives pas à te démarquer des autres ou si tu es démoralisé par cette difficulté-là, donc que tu n'as pas de place en fait, je pense que cette place-là, il va falloir que tu te la crées. Et c'est vraiment important de se dire que aujourd'hui, si je n'ai pas d'opportunité, il faut que je m'en crée. Et les opportunités, elles vont arriver quand je vais, moi, m'y mettre au travail pour les créer. Par Donc, l'action. peut-être que c'est assister à des événements business, peut-être que c'est se dire quels sont bah, les prochains after work. Enfin, beaucoup de choses à penser à l'intérieur d'un cursus professionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne se met pas, en tant qu'étudiant, assez à la place de nos recruteurs, on ne se met pas assez à la place des collaborateurs de cette entreprise en se disant, ben, en fait, eux, ce sont mes prochains recruteurs. Mais peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas grave. On va les rencontrer et on va essayer d'aller aussi les voir et de se rendre compte de qui ils sont et de se dire bah, que en fait on est tous humains et que il n'y a pas il y a pas de surhomme même même le patron d'une très grosse boîte n'est pas un surhomme, c'est un humain voilà qui gère beaucoup de choses peut-être et qui a une capacité et qui a développé cette capacité qui ne l'a pas eu naturellement mais a géré beaucoup de choses et que au final, ça s'apprend, tout s'apprend. Et j'ai envie de dire que cette opportunité que tu vas te créer, ce sera peut-être la plus belle en fait dans ta vie et ça sera peut-être la première qui va te faire arriver à quelque chose de concrétisant pour toi et qui va te donner de la confiance en soi. Parce que quand tu concrétises quelque chose, que ce soit une association étudiante, que ce soit de créer voilà, ta propre asso ou de créer ton propre mouvement, de créer ta propre ligne de vêtements, de créer euh, ton groupe, enfin peu importe, mais cette concrétisation-là, elle va te donner confiance en toi et elle va aussi te montrer que tu es capable de faire les choses et d'être un exemple en fait quand tu vas devoir te confronter à un employeur. Totalement. La confiance s'acquiert par l'action et pas par la validation extérieure. Exactement. Et justement, tu fais bien la transition sur un événement, en tout cas une expérience dans ta vie que tu as décidé de saisir, de créer, dont j'ai envie que tu parles. C'est celle du TEDxX que tu as créé, j'ai envie de dire, de A à Z. Et je trouve ça fabuleux que tu nous en parles parce que déjà, c'est une marque, un concept que je trouve génial et qui nous permet justement d'apprendre toutes les Oui. choses qu'on ne sait pas. Mais là, on est vraiment dans les coulisses d'une organisation, donc en tant que bénévole. Et j'aimerais que tu nous en dises deux mots parce que ça t'a quand même amené jusqu'aux États-Unis dernièrement, donc c'est pas rien. Oui, alors, alors en fait, cette expérience dont je vous avais parlé au tout début, donc le premier stage en fait, lors de ma première année d'études supérieures, donc en bachelor, m'a fait rencontrer une personne qui m'a donné aussi l'opportunité de, d'arriver jusqu'à l'IAE.
C'est-à-dire qu'il m'a dit, ben voilà, en fait, il y a une toute petite section qui s'appelle le BAMO, le Bachelor of Art of Management. Et ce BAMO-là, en fait, c'est pour des reprises d'études ou des cursus continus aussi, mais qui se trouve en tout petit nombre. Donc, on était en fait une classe de 15 étudiants et on faisait tous une L3 pour obtenir un bachelor, un diplôme Bac+3. Et donc, c'était parfait. Moi, je revenais de Budapest et je voulais absolument changer d'école. Et cette école m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc, je me suis dit, c'est parfait, je vais être diplômée de l'IAE dès mon bachelor et je serai diplômée aussi par la suite des masters. Et il me dit, bon, bah, c'est super, écoute, j'ai un projet à te proposer, comme tu es prise à l'IAE en bachelor. Ça va être à double tranchant parce que soit tu arrives à passer en master, parce qu'il faut savoir que du coup, même quand on est dans un bachelor à l'IAE, c'est compliqué de passer en master. Il faut vraiment travailler son anglais, travailler les concours. Il y en a deux, il y a l'anglais, mais il y a aussi le français, la culture générale, les mathématiques, la logique, etc., qui sont assez compliqués en termes de niveau. Euh, et donc, il m'a dit, c'est à double tranchant. Soit tu passes en master et ça sera bon pour toi, tu pourras donc créer ce projet-là dès le bachelor jusqu'au master, le concrétiser en master 1, soit tu n'y arriveras pas, mais c'est pas grave, tu auras au moins tenté et puis ça te fera une expérience dans le milieu événementiel. Et donc moi, je me suis dit, très très bien, je vais saisir l'opportunité. Alors sa proposition, c'était quoi? Sa proposition, c'était créer le TEDx de l'IAE d'Aix-Marseille Université. Est-ce que c'était connu pour toi déjà la marque TEDx? Oui, et j'ai envie de dire, c'était connu, je le connaissais dès l'âge de 14 ans, et c'est à un des événements, donc là où j'ai rencontré Radi, donc au Festival de l'École de la Vie, que j'ai vu l'un de mes speakers favoris à l'âge de 14 ans qui a, je pense, changé ma vie, qui s'appelle David Laroche, où j'étais donc allée le voir. Et je m'étais dit, mais c'est génial, je veux être bénévole de ce festival-là parce qu'il va y être et que je vais assister à Hmm. l'une de ses conférences dans ma vie et que je veux le rencontrer, que je veux lui parler et que j'ai rencontré donc Radi. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Et en fait, le TEDx, pour moi, c'est vraiment quelque chose oui, qui a changé ma vie d'une certaine façon, mais qui fait passer en fait des messages qui sont très très importants, autant dans le développement personnel que dans la technologie, que dans le scientifique, que dans un tas de domaines en fait très variés. Et donc je me suis dit oui, c'est totalement en cohérence avec ce que j'ai comme valeur, c'est-à-dire le partage d'expériences, le partage d'informations, d'idées. Et donc, le slogan de TEDx, par exemple, c'est Ideas worth spreading. Donc, les idées qui méritent d'être partagées, qui méritent d'être diffusées. Et récemment, ça vient de changer. Leur slogan, c'est Ideas change everything. Donc, les idées qui changent tout. Et c'est vrai que ça fait vraiment écho, en fait, quand ils m'en parlent. Ça fait vraiment écho et je me dis oui, pourquoi pas? Pourquoi pas être organisatrice d'un TEDx? Pour celles et ceux qui connaissent pas le TEDx, est-ce que tu peux nous dire une phrase du concept? Oui, le concept, c'est un événement, en fait, de type conférence avec des conférenciers. Et le principe, c'est qu'en fait, on a un public, donc sur place, le jour de l'événement, et on a un autre public qui va être derrière une vidéo. Donc en gros, c'est une conférence qui est filmée devant un public qui n'est que temporaire. Et quand on passe sur le format vidéo, qui sont donc rediffusés sur toutes les chaînes YouTube de TEDx France ou TEDx en général, Parce que TEDx, on c'est a international, hein, je tiens à le préciser, la exactement. marque TED. Ouais. Il y a, je crois, 49 cas d'abonnés aux chaînes TEDx, donc c'est quand même assez connu. Mais ce sont des événements locaux. Donc, bah, un TEDx qui se passe en France va être plus tourné vers la langue française. On va avoir un sous-titrage en anglais, mais on va avoir des speakers, donc des conférenciers qui vont parler en français sur des sujets qu'on va amener localement, donc de l'innovation locale. Et c'est pour ça qu'on va venir travailler avec des conférenciers de tout horizon,
que ce soit, donc, comme j'ai repris en fait dans l'art, que ce soit la musique, la peinture, le cinéma, enfin n'importe quoi dans l'art, que ce soit dans le scientifique, la biotechnologie, la médecine régénérative, les nanoparticules, mais que ce soit aussi euh, je sais pas, dans le social avec du développement durable. euh, ou du développement responsable plutôt. Enfin, ça va vraiment être varié et on va avoir des sujets qui sont traités localement avec des acteurs locaux. Et vraiment, l'idée du TED et TEDx, c'est d'ouvrir l'esprit, de permettre aux gens de s'inspirer, de se nourrir, j'ai même envie de dire, et sur des formats qui sont courts pour permettre aussi que ce soit digeste et pas que ce soit, parce que du coup, c'est toi qui vas nous le dire, mais il y a beaucoup de conférenciers qui interviennent au cours d'un seul événement. C'est pas des conférences classiques où tu as un, voire deux speakers et ta soirée est terminée. Là, on est sur justement une soirée atypique pour permettre aux gens de faire exploser toutes les barrières mentales. Exactement. Donc là, moi, j'organise le deuxième TEDx de l'IAE Marseille, qui va donc avoir lieu le 27 novembre 2024 au Centre des Congrès d'Aix. Et, euh, et en fait, ce sont donc 14 conférenciers, pour le coup. Effectivement, il y en a beaucoup qui vont s'enchaîner. Donc, avec effectivement de l'animation, donc le public va quand même être assez tenu en haleine. Enfin, c'est des événements quand même dynamiques et courts. Justement, 15 minutes, c'est très très court en réalité pour faire passer un message, pour faire passer une idée très impactante. Donc, et en plus dynamique, c'est-à-dire que le speaker lui-même a cette rigueur-là, c'est-à-dire que on ne vient pas juste faire un cours, c'est pas du tout le but. On arrive avec un format américain, donc limite de stand-up, où on va venir attirer l'attention du public, amener, faire attention au choix des mots, amener un storytelling, amener une idée, mais de façon digeste, effectivement, et très, très interpellante. Le public va jouer avec le speaker. On a même, enfin, on a des speakers surprises, par exemple, qui vont pouvoir jouer avec le public. Je vous en dirai pas plus parce que pour le coup, c'est vraiment un speaker surprise. Donc voilà, je sais, Jacques, que tu vas venir, donc je te C'est tease vrai, pas ne plus fais sur pas le de sujet. spoiler, mais en tout cas, je mettrai dans tous les cas toutes les informations pour y venir en présentiel sur Aix-en-Provence parce qu'on peut Oui, encore s'inscrire et c'est tout l'intérêt. Mais est-ce que tu peux nous dire aussi dans les coulisses comment ça se passe? Parce que là, voilà, on a oui, expliqué le concept, mais très clairement, tu as tout créé de A à Z et c'est ça qui est impressionnant, vraiment. Et je voudrais aussi que tu nous parles de ton expérience américaine parce que tu es quand même allé dans le cœur du TED et juste que tu nous dises combien de conférences il y avait, sur combien de jours, et qu'en fait, t'es pas tombé non plus dans l'organisation TEDx par hasard, que tu t'es aussi formé, et encore une fois, ça remet en lumière les différentes facettes de toi, parce que tu as été curieuse, parce que tu as suivi les opportunités, et que je pense que c'est vraiment à souligner que tu t'es jamais reposé sur tes acquis en te disant, voilà, j'organise le TEDx X et c'est génial, et je suis une nana géniale. Tu es une nana géniale, mais tu continues finalement à te perfectionner. ok. Alors, donc j'ai commencé, comme je vous ai dit, en bachelor. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'était de vouloir m'entourer. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand même une grosse organisation, qu'à la fin, il y avait énormément de monde en fait, qui aurait participé à cet événement et qui aurait aussi participé à la création de l'événement, pas juste en tant que participant public. Mais la création de cet événement, en fait, c'est on s'imagine pas, mais je le redis, c'est un an de préparation. C'est plus de 100 bénévoles, en fait. Enfin, moi, pour ma part, c'était plus de 100 bénévoles la première année. Alors, ça veut dire que c'est aussi des équipes, mais c'est des équipes qui sont menées par une étudiante et des équipes d'étudiants. On n'est pas sur des bénévoles qui sont déjà dans le monde professionnel. On était vraiment sur des bénévoles étudiants qui sont étudiants donc, de l'IEF. Et c'est important, pourquoi? Parce que c'est particulier en fait comme, comme organisation.
les étudiants sont des personnes qui n'ont pas énormément d'expérience, qui n'ont pas énormément de compétences, qui ne demandent qu'à les améliorer, évidemment, mais qui n'ont pas non plus énormément de temps. Parce qu'en fait, on est très pris par les devoirs, euh, les exposés, enfin, les examens aussi. Enfin, on n'a pas énormément de temps à nous. Et quand on en a, ce temps-là, il est précieux. Parce que quand on arrive à la maison et qu'on doit on doit travailler jusqu'à 23 heures et qu'en fait on a aussi envie d'aller faire du sport, qu'on a aussi envie d'aller en soirée, rencontrer du monde et vivre D'avoir une vie, en fait. voilà, notre vie étudiante. C'est compliqué à manager ces personnes-là. Et on n'est pas rémunéré. Donc, ça a été d'abord créer effectivement une équipe. Et cette équipe, je vous ai parlé de 100 personnes. 100 personnes, c'est waouh, c'est un effet waouh. Mais en fait, ça veut dire aussi que en fait, j'ai mal fait mon travail. Parce que 100 personnes, c'est former des équipes souvent. Et 100 personnes, c'est beaucoup de personnes qui sont certes venues, mais qui sont aussi parties. Et en fait, on tourne environ à 20 personnes en équipe. Et 20 personnes, c'est ce qui marche. C'est pas 100. Et c'est compliqué au départ à gérer. Quand on ne sait pas gérer des équipes, ou que c'est la première fois qu'on a affaire à ça, c'est vraiment dur. Et donc, ça m'a permis effectivement d'apprendre à comprendre l'humain, à comprendre aussi les personnes, enfin les étudiants en eux-mêmes. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que je, est-ce que je parle à des personnes euh, qui ont des motivations extérieures, comme par exemple avoir une ligne sur le CV en se disant est-ce que j'ai fait partie de l'association du TEDx? Est-ce que ça va me valoriser? Ou est-ce que c'est parce que j'ai rencontré tel ou tel speaker et que ça a été vraiment pertinent pour moi? Est-ce que je vais arriver à trouver une alternance parce que j'ai croisé le chef d'entreprise de telle boîte au TEDx? Enfin, quelle est leur motivation? Et cette motivation-là, aller la chercher, ça a été vraiment le cœur de ma deuxième organisation. Là où j'ai vraiment pris le temps. Donc cette année où je suis vraiment allée chercher des personnes, j'ai créé mon équipe et cette équipe-là, j'avais envie qu'elle reste du début jusqu'à la fin. Donc on est 20, 25 il me semble. Je n'ai pas le chiffre exact, mais cette année, j'en ai pas eu 100. Hmm. Et je suis très contente de ne pas en avoir eu 100. On en a 25. Et c'est 25 personnes que j'ai réussi à tenir. Et c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant euh, parce qu'en fait, oui, c'est un succès pour moi. C'était vraiment l'objectif que je m'étais fixé. Et donc, revenons à la première année. Cette première année-là, on a eu une licence à 100 personnes. 100 personnes en public, c'était en amphithéâtre, on va dire tout à fait banal, de notre école, l'amphithéâtre Tabatoni. Ça ne vous dira rien, mais c'est un amphithéâtre à 100 places. Voilà. Et cette année, nous sommes à 500. Et donc, effectivement, sur l'année suivante, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être faire un événement un peu plus grand. Et en fait, je me suis confrontée donc à la charte TEDx. La charte TEDx dit que aujourd'hui, une personne qui est licenciée sur un premier événement a le droit de faire un événement qu'à 100 personnes. Et pour faire plus grand, il faut passer une formation. Et cette formation, c'est en général dans toutes les grosses villes du monde, donc que ce soit à Paris, mais c'est très rare. C'est Vancouver la majorité du temps au Canada. C'est à New York. C'est dans des grosses villes vraiment où il y a beaucoup d'intérêt, on va dire, pour les TEDx ou pour les TED. Parce que du coup, la maison mère des TEDx, c'est le TED. Et le TED New York plus précisément, donc, qui se trouve aux USA. Et pour aller se former, il faut assister à un TED qualifiant. Donc un événement TED qui est certifié TED, c'est-à-dire qui est organisé par les organisateurs de TED, par l'organisme TED. Hmm. Et donc qui se trouve dans une des grosses villes du monde. Et là, cette année, c'était soit Vancouver, soit Atlanta, aux États-Unis, donc. Et dans les deux cas, c'était très cher. Et dans les deux cas, notre association étudiante de 1 an et demi n'avait pas les moyens d'aller assister à cet événement parce que
on va dire que Vancouver, c'était environ 6 000 € la place et que Atlanta, c'était un peu moins cher quand même. On était à 1 300 €. Et 1 300 €, c'est par personne. Et c'est juste pour pouvoir assister à l'événement. Donc, ça ne comprend pas les frais annexes, l'avion, le logement, la Bien sûr. nourriture, etc. Voilà. Et donc, ça revient à une expérience assez coûteuse. Et pour ce faire, je me suis dit, le premier ambassadeur que j'ai, donc le premier sponsor en fait que je peux avoir, c'est l'IAE, c'est mon école, parce que c'est grâce à la marque du TEDx de l'IAE Aix-Marseille que l'école va pouvoir aussi rayonner en fait sur Bien cette sûr. communauté de 49 000 cas d'abonnés. Donc, j'ai préparé, j'ai retroussé mes manches et je me suis dit, on va aller demander de l'argent et on va demander une subvention. Et là, j'ai mon co-organisateur qui me dit, bon, on va demander 2 3 000. Et je lui ai dit, ah non, on va pas demander 2 3 000, on va demander 10 000. Et on va obtenir 10 000. Et on va se faire vraiment une présentation qui mérite d'obtenir 10 000. Et donc, on a travaillé vraiment pour ça et on a présenté notre subvention à 10 000 et on a obtenu notre subvention. Et donc, on a pu partir à Atlanta à deux en tant que co-organisateur chacun. Et, euh, et en fait, on s'est formé pendant 4 jours avec 6 sessions sur 4 jours. Donc, euh, ça fait environ 11 TEDx par jour. 11 TED. Là, Et en termes d'ouverture, t'étais bien. en termes d'ouverture, on était très bien. Mais et j'ai envie de dire que le, le plus enrichissant dans cette formation, ça a été de rencontrer les autres organisateurs. Parce qu'en fait, on était 200 organisateurs qui venaient du monde entier, de villes, de pays, de cultures différentes et variées. Et c'était exceptionnel de pouvoir parler avec eux parce que moi, je rapportais mon expérience avec des étudiants, mais ils me rapportaient des expériences avec des personnes qui étaient actifs, qui étaient professionnels actifs. Donc, qu'il fallait aussi gérer, des budgets assez restreints et des comment dire, on s'est passé des tips, on s'est passé des recommandations, des conseils, des choses qui en fait ont fait qu'aujourd'hui, je reviens des États-Unis avec une nouvelle organisation, avec des outils beaucoup plus simples à l'utilisation de mes bénévoles, avec un cadre très, très structuré concernant le recrutement de mes speakers. Enfin, je reviens avec des connaissances qui me permettent aujourd'hui de faire un événement effectivement de meilleure qualité. Et je comprends cette recommandation de TED de devoir faire un événement qualifiant. C'est très enrichissant. Et c'est là où tu as compris aussi que la pièce du puzzle d'apprendre l'anglais avait été l'un des meilleurs choix de ta vie. Oui, oui, parce que la formation, évidemment, elle se fait en anglais. On est plus de 40 nationalités représentées. Donc, on vient du monde entier. Il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Coréens, il y a des Tunisiens, il y a des Turcs, il y a des personnes. Bon, il y a beaucoup de Français, mais il y a des personnes qui viennent d'Italie, d'Espagne, voilà, d'Allemagne. Enfin, c'est très, très varié. Et du Canada aussi. Et c'est important d'avoir une seule et même langue qui nous réunisse. Et cette langue, évidemment, c'est l'anglais. Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est de comprendre aussi par où t'es passé et que tout t'a amené là, aujourd'hui, à cet événement, et qu'en fait, le choix difficile d'hier, il avait un bénéfice aujourd'hui, mais si tu l'avais pas fait, t'aurais pas pu finalement assister à cet événement parce que peut-être qu'à ce moment-là, t'étais pas en capacité d'y assister, de tout comprendre. Donc, ce que j'aimerais dire aussi aux étudiants, mais à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a peut-être des choix qui vont vous mettre dans un inconfort mais qui vont être tellement bénéfiques pour la suite que plonger les deux pieds dedans. Exactement. Et surtout quand on sait qu'on n'a pas encore tout découvert, qu'on n'a pas découvert le centième de ce qu'on pourrait. Voilà. C'est J'adore. vraiment très important. Cet épisode touche à sa fin, on pourrait encore parler pendant des heures, mais du coup j'ai envie que tu nous dises, puisque ici c'est le repère des esprits libres, comment pour toi on peut cultiver cet esprit libre au quotidien? Je pense que c'est aussi se faire face des fois.
quand on n'a pas envie, quand on se dit, ah, c'est bon, j'ai trop de choses à faire déjà. C'est aussi de se dire, en fait, ouais, en fait, ouais, je vais le faire. Parce que, je sais pas, mais moi, dans l'association où je suis, on a des speakers et on a des speakers aussi qui représentent le monde de l'handicap. Et et il y a une phrase que j'adore, euh, c'est donc un jeune homme qui est atteint de la dystonie. C'est une maladie qui est neurodégénérative, qui atrophie les muscles du corps et qui se dit ah ben aujourd'hui, j'ai pas envie de faire mes lacets parce que ça va lui prendre 1h30. Mais imaginez-vous que cette tâche qui vous prend 5 secondes à faire vos lacets vous prenne au final 1h30. Cette personne-là qui est handicapée, elle va se dire ben non, j'ai la flemme. Elle aura bien raison parce que putain, c'est chiant. Elle aura bien la flemme. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'ai mon speaker qui me dit en fait, je vais le faire. Et en fait, ça va être mon challenge de la journée. Et en fait, je vais le faire. Et c'est très, très important d'être déterminé quand on a envie de faire quelque chose, de trouver la motivation qui nous fait résonner nos valeurs et notre envie. Et donc, cette motivation qui crée justement cette envie de mettre de l'énergie dans les choses. Cette motivation-là, il faut vraiment la trouver. Il faut se l'approprier parce que c'est la chose qui va nous faire passer à l'action. Waouh! Qui l'eût cru qu'à 22 ans, on entende tout ça? Merci, Merci, Jade. merci beaucoup pour tous ces rappels. Et comme tu le sais, ce podcast s'appelle Décide. Du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que toi, tu décides de continuer ou de commencer à partir de maintenant? Je décide. Alors, j'ai une grosse décision à prendre là. Je vais finir mes études. Je vais passer dans le monde professionnel et je décide d'y aller en lâchant tout. Je lâche le TEDx, je lâche mon réseau, je lâche tout et je recommence tout en Australie. Je pars là pendant 1 an en Australie. J'ai décidé ça il n'y a pas longtemps, donc tu me lances sur quelque chose là Et merci de nous le confier parce que je pense que c'est une décision qui est pas facile à prendre et en même temps, elle va Ouais. tellement avec tout ce que tu nous as partagé, de suivre tes tripes, d'y aller et d'écouter cette petite voix à l'intérieur qui dit mais vas-y, mais fais-le, t'as raison. Donc merci de nous rappeler ô combien nous avons encore énormément de choses à apprendre, quel que soit l'âge que l'on a, d'être curieux, d'être euh, insouciant, c'est presque trop faible, d'être en tout cas ouvert à ce que la vie nous propose et surtout de se laisser porter par les propositions, pas se mettre de barrières et de filtres. Et du coup, moi, j'ai envie d'inviter celles et ceux qui nous écoutent à venir au TEDx, ne serait-ce que pour honorer tout le travail qu'il y a derrière, mais aussi pour écouter tous ces speakers qui ont fait un travail phénoménal, parce qu'on l'a pas dit, mais ils sont aussi, eux, coachés pendant des mois. Oui, Donc, pendant du coup, six c'est mois. pas un petit truc fait là sur un coin de bar, j'ai écrit deux, trois lignes et ça ira bien. Et donc, rien que pour Exactement. ça, de venir féliciter toute l'énergie que vous avez mis, mais aussi pour garder cet esprit critique ouvert, c'est important, je crois, de nos jours qu'on cultive nos connaissances, notre ouverture d'esprit et nos connaissances pour pouvoir créer un monde plus aligné avec nos valeurs. Je te laisse Merci, le mot de la Jade. fin, Jade, si tu as quelque chose à rajouter pour conclure. N'hésitez pas à suivre, je pense, votre instinct et aussi à croire en ce qu'on est possible de faire. Pas forcément en une force supérieure, mais en ce que nous, on est capable de faire et nos ressources. Et je pense que aujourd'hui, l'être humain a des ressources qui ne soupçonne pas et qu'on n'utilise pas assez. Et, euh, et je pense qu'on est capable de beaucoup. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci, Jade. Cet épisode vous a plu, vous a inspiré, vous a donné envie d'être audacieux. N'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify. Et si le cœur vous en dit et que vous avez envie de nourrir davantage votre esprit, soyez là le mercredi 27 novembre à 17h pour le TEDx IAE Aix-Marseille. Vous allez pouvoir assister à une soirée incroyable où la thématique est
à l'impossible, nul n'est tenu. Jade vous offre également la possibilité d'avoir une remise avec le code TEDxDécide et vous pouvez réserver de suite votre place sur le site tedxiae-marseille.com. Je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou peut-être le 27. Je vous embrasse.